Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'avais extrêmement hâte de faire. Ça y est, Marvel Spider-Man 2 est sorti ce vendredi 20 octobre sur PS5, 5 ans après le premier jeu et 3 ans après le standalone sur Miles Morales. J'ai pu finir le jeu et aujourd'hui je vais vous faire une review d'abord sans spoiler puis avec spoiler et j'en profiterai pour faire part de quelques théories pour la suite. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Marvel Spider-Man 2? Eh bien j'ai tout simplement adoré ce jeu. Pour moi, il s'agit du meilleur jeu sur le teaser n'ayant jamais été fait et ça me paraît relativement évident qu'il pourrait finir Game of the Year 2023. Il dépasse même les jeux précédents qui étaient pourtant de sacrées pépites, notamment le 1. Sérieusement, niveau histoire et intensité, ça atteint selon moi le même niveau que Cross the Spider-Verse. Ici, on retrouve Peter et Miles presque un an après les événements du jeu Miles Morales. Les deux araignées affrontent le crime ensemble et se répartissent les tâches tout en essayant de vivre leur vie de leur côté. Entre temps, Harry revient dans la vie de Peter et MJ, Kraven débarque à New York et fout le bordel avec ses chasseurs, on voit enfin le Dr Connors devenir le lézard et le retour de Martin Lee en Mister Négative et surtout Venom entre en scène. Ah, et on découvre aussi l'homme sable. Tous ces détails font partie de l'ensemble des bandes annonces, d'où le fait que je vous en parle, parce que ce n'est tout simplement pas du spoil. Bref, vous allez me dire, ça fait déjà pas mal d'éléments pour un jeu. Bah dites-vous que tout ça, ce n'est rien. Il y a plein d'éléments archi importants que vous n'avez pas vu dans les BA. Donc si vous aviez peur qu'elle dévoile l'ensemble du jeu, eh bien détrompez-vous. Pour ce qui est du background, le jeu est inspiré de plein d'adaptations du teaser. Je vais pas les citer pour éviter de spoiler, mais je trouve qu'Insomniac a tout compris sur l'univers de Spider-Man et a pris les meilleurs éléments des meilleures adaptations de l'homme araignée pour les combiner dans ce jeu, et ça c'est incroyable. Ce à quoi je dirais en m'adressant au MCU et à Sony Pictures, prenez-en de la graine. Au niveau des quêtes, le jeu m'a paru un petit peu plus long que le premier opus, avec un certain nombre de quêtes secondaires pour compléter le tout, et pour le coup, certaines étaient vraiment intéressantes et pouvaient teaser des choses très importantes pour la suite, d'autres étaient en revanche assez répétitives et m'ennuyaient vraiment pas mal. Pour ce qui est du gameplay, on retrouve des commandes similaires à celles des premiers jeux, avec de nouvelles fonctionnalités vraiment sympas, comme le filin de toile pour les éliminations furtives qui rajoutent de bonnes possibilités, les delta toiles qui permettent de planer à travers la map ainsi que les bras mécaniques pour Peter et la bioélectricité bleue pour Miles, plus puissante que la jaune. Sans oublier les aptitudes que l'on débloque une fois le symbiote en notre possession qui, on va pas se mentir, est archi cheaté, à la manière du symbiote dans le jeu Spider-Man le règne des ombres. Et d'ailleurs, on sent une immense inspiration basée sur ce jeu pour ce qui est des combos du symbiote. Au niveau de l'arbre des compétences, on a un arbre de compétences pour Peter, un pour Miles et un pour les deux ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment très sympathique et ça débloque plein de possibilités, que ce soit pour les combats ou les déplacements. Pour ce qui est de la map, on a toujours l'ensemble des quartiers de Manhattan, mais petite nouveauté, on a quelques banlieues autour de New York dispo, comme par exemple le Queens, la terre natale de Peter, Brooklyn, Astoria, Little Odessa et Williamsburg. Avec une map aussi grande, Insomniac a donc rajouté les delta toiles comme je le disais juste avant, mais aussi un espèce de système de catapulte pour pouvoir se projeter d'un bout de map à l'autre. Et ça c'est bien sympathique. Et honnêtement au niveau des déplacements, je vais pas vous mentir, c'est vachement plus fluide et agréable que le premier jeu qui pourtant selon moi était très bien pour les déplacements. Pour ce qui est de la technique et de la DA du jeu, personnellement j'ai rien à dire si ce n'est que c'est quasi parfait. J'ai juste eu quelques petits bugs par moment comme des sbires qui parfois étaient bloqués dans le décor, mais bon franchement c'est tout. J'ai pas eu de bug particulier sinon, et ça c'est vachement bien, parce que je me rappelle que dans Miles Morales je buguais toutes les 2 secondes et demie, et ça me faisait vraiment sortir de l'immersion que proposait le jeu. Et un point que j'aime toujours autant dans ces jeux, c'est la musique. Le compositeur John Pesano a une patte exceptionnel, mais ça de toute façon je le savais puisque c'est lui qui a fait les musiques des jeux précédents, mais il a aussi notamment fait le thème de la série Netflix Daredevil et Defenders. Autant vous dire qu'il propose que des pépites musicalement parlant. Et là pour le coup je trouve qu'il s'est encore surpassé sur ce jeu, il arrive à nous faire vraiment passer par plein d'émotions et ça c'est hyper important selon moi dans un jeu, la musique doit nous transmettre toute cette flopée d'émotions. Et enfin le plus important, parlons des personnages présents dans le jeu. Dans un premier temps parlons de Peter et Miles, les deux tisseurs tentent de s'affirmer chacun en tant qu'hommes araignées respectifs, mais doivent chacun affronter la part la plus sombre d'eux-mêmes et ça je trouve ça très intéressant, ça montre que même les super-héros ont leurs moments de faiblesse, que ce n'est pas grave de tomber, le plus important c'est de se relever. MJ est toujours un GOAT je trouve dans les persos secondaires et je crois que j'ai
rarement autant apprécié MJ que dans ce jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont joué, MJ est en train de devenir une sorte de mème tellement elle est badass, c'est un truc de fou. Concernant Harry, le personnage est extrêmement bien développé et je pense qu'il s'agit pareil de la meilleure adaptation du personnage faite depuis à peu près toujours. On a un personnage vraiment attachant qui montre du coup son attachement à Peter et à MJ, et pour le coup on n'a pas un Harry aussi fade et insipide que le Harry qu'on avait dans la trilogie Sam Raimi ou le Harry qu'on avait dans le film The Amazing Spider-Man 2, et ça c'est une très bonne chose. Kraven de son côté est un personnage avec énormément de charisme, il faut le dire, et je pense qu'il va en choquer plus d'un. Je vous le dis, il n'a rien à voir selon moi avec le Kraven vegan que va nous pondre Sony Pictures dans leur prochain film. Rien à voir. Et c'est tant mieux, parce que personnellement, c'est un des méchants du teaser que j'aime peut-être le plus, notamment à travers le comics, comme beaucoup de fans de l'univers du teaser, La Dernière Chasse de Kraven. Et ça d'ailleurs, ce sera un sujet de vidéo, je pense, très prochainement. Pour ce qui est du lézard, c'est un personnage intéressant qui apporte un élément crucial de l'histoire. Malheureusement, je trouve qu'il est légèrement sous-traité, mais on peut pas trop leur en vouloir pour le coup, sinon ça aurait fait, je pense, beaucoup trop. Pour ce qui est du retour de Martin Lee aka Mister Negative, c'est un vrai plaisir. Il a énormément d'importance quant à l'évolution de Miles Morales, mais aussi sur d'autres aspects dont je parlerai qu'en partie spoiler. On a aussi les retours de Ganke, Rio Morales et Hailey, et chacun apporte une petite touche de fraîcheur dans le jeu qui fait vraiment plaisir. Et bien évidemment, enfin, Venom, lui, je l'attendais au tournant, et on peut dire que j'ai été plus que conquis par sa prestance et la menace qu'il représente. Je le valide à 200%. C'est un Venom comme ça que j'aurais voulu voir dans les films Sony. Je pense qu'en effet, il s'agit de la meilleure représentation du symbiote jusqu'à maintenant. On a un Venom imposant, menaçant, qui effraie réellement Peter et Miles. Enfin, vraiment pour moi, Venom, c'est 100% 5 étoiles. Et aussi, il faut que je le dise, grosse surprise concernant le personnage de Norman Osborn. Et oui, que j'ai trouvé extrêmement attachant dans le jeu. Ça change du Norman connard de base qu'on connaît tous, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé la manière dont Insomniac a écrit l'histoire du personnage. Enfin, dernier point que je voulais aborder, ce sont les voix. Je suis un grand fan de doublage en général, et encore une fois, le doublage dans le jeu était parfait. Donald Renew, toujours au top en Spidey, on sent qu'il est fait pour ça. Quant à Gregory Le Rigab, qui remplace Elias Shangel en Miles Morales, la transition se fait archi naturellement, à tel point qu'il faut être chevronné au niveau de l'oreille pour sentir beaucoup de différences. Et je dirais même que je préfère Gregory en Miles. Et enfin, la voix de Venom, soyez tranquille, elle a été modifiée pour faire vraiment cet aspect sinistre comme dans les films, pas comme dans le premier trailer qu'on avait de la VF de Venom, parce que moi personnellement j'avais un peu peur au début, donc soyez tranquille, la voix de Venom, elle déchire tout. Bref, vous l'aurez compris, pour moi ce jeu est une masterclass absolue selon moi, et j'en ai pas parlé encore, mais il y a 2 scènes post-génériques, dont une qui tease un truc énorme pour la suite. Voilà, j'ai posé ça comme ça. Du coup, je pense que j'ai fait le tour pour la partie sans spoiler, donc je vais passer à la partie avec spoiler et la partie théorie. Donc si tu veux pas te faire spoiler, je t'invite à quitter la vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici et je t'invite à laisser ton meilleur pouce bleu et ton meilleur abonnement à la chaîne, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bien, si vous êtes ici dans cette partie spoiler, c'est que j'estime que vous avez joué au jeu en entier ou que vous vous en foutez de vous faire spoiler. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Honnêtement, si vous vous êtes pas fait spoiler, est-ce que vous vous attendiez à tout ça? Parce que pour le coup, moi non, vraiment. Bon, on le savait tous, mais sous Venom se cachait bel et bien Harry Osborn. Donc les théories autour de Kraven qui avait chopé le symbiote, bah désolé les gars, mais c'est tombé à l'eau. Par contre, qui s'attendait à voir Harry dans un premier temps en tant qu'agent Venom? Ça pour le coup, première dinguerie présentée dans le jeu. Je vous le dis honnêtement, j'ai hurlé dans ma manette en mode ah! Et sur ça, j'ai senti une grande inspiration de l'animé Ultimate Spider-Man, où au début, il se sert du symbiote en mode Spidey pour devenir un super-héros, pour bien se faire remarquer auprès des gens et notamment de son père, mais il perd peu à peu le contrôle. J'ai vraiment retrouvé cette patte et c'était archi intéressant, d'autant plus que c'est ce qui a marqué le fossé entre Peter et Miles. Bah oui, Peter retrouve son meilleur ami d'enfance, forcément qu'il veut rattraper le temps perdu, au détriment de sa relation avec Miles. En plus de ça, Kraven débarque au début de cette scission entre les deux, ce qui va pas arranger les choses, et encore plus quand Harry va transférer le symbiote à Peter. D'ailleurs, Peter à ce moment-là, il était pas genre insupportable? Sérieux, comment il parlait à Connors vis-à-vis de sa famille et tout? Cette dinguerie quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu
autant envie de tarter Peter de ma vie. Et c'est là où on voit que Donald Renew a fait un travail incroyable sur cette facette sombre de Peter une fois le symbiote revêtu. Pour ce qui est de Kraven, j'ai été choqué de voir qu'il avait tué Scorpion, Shocker et toute la clique de Sinister Six. J'étais pas prêt. Je pensais qu'il allait tuer au moins un méchant et de façon barbare. Oui, mais pas autant de méchants. Mais dans un sens, tant mieux, ça montre à quel point il est redoutable, et ce sans réel super pouvoir. Quant à son acte barbare de muter encore plus Connors en un lézard plus puissant et imposant que d'habitude, rien que pour se rajouter du challenge pour sa chasse, mais là le gars il a pas de race quoi. J'ai adoré voir l'évolution de la rage de Peter avec le symbiote, et surtout quand il se met à courser MJ en mode MJ. J'ai flippé comme si je jouais à un jeu d'horreur, et ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa et innovant dans un jeu Spider-Man. Ça m'a procuré un petit peu le même feeling que quand on se faisait courser par le Docteur Octopus mélangé à Carnage dans le premier jeu Spider-Man sur PS1. Ça m'a fait la même chose, moi il me faisait stresser ce jeu à l'époque, et surtout ce niveau là. Par contre, GG à Rio Morales qui l'a recalé comme jamais, et bordel, il en avait besoin. Pour ce qui est du combat Peter contre Kraven, c'était oufissime. Mais alors, le combat Peter versus Miles, même si on s'y attendait, il était grandiose. Franchement, les dialogues étaient ultra intenses. Il y avait vraiment des plans de vue qui étaient incroyables, vraiment. Pour moi, c'est l'un des plus beaux combats de jeux vidéo que j'ai vu de toute ma vie jusqu'à maintenant. Et je dis pas ça en mode je suis un fanboy de l'univers de Spider-Man, vraiment, c'est que ça faisait limite comme une fresque, et je trouvais ça vraiment magnifique. D'autant plus que voilà, dans les dialogues, tu sentais vraiment la vulnérabilité de Peter, qui était en mode ouais, mais j'ai besoin du symbiote pour être un meilleur Spider-Man. C'est ouf. Et pareil, de son côté, la peur de Miles de perdre son mentor, c'était vraiment très touchant. Peter se débarrasse ainsi du symbiote, mais Harry le récupère et forme Venom enfin, et affronte Kraven. Et alors là, pour le coup, autant le combat avec Spidey était pas simple, autant là, quand tu contrôles Venom, alors là, c'est easy de ouf, hein. Et alors, la scène où Venom bouffe la tête de Kraven, j'étais pas prêt. Et c'est là où on se dit que les films Venom auraient pu faire bien mieux que ce qu'ils nous ont présenté. En effet, on ne l'a pas vu bouffer la tête de Kraven, mais ça a été très explicite avec son collier qui tombe et la traînée de sang qui va avec. Et ça, c'est le genre de truc qui m'aurait suffi perso dans les films. Donc, Sony Pictures, je le redis, mais ressaisissez-vous, vous pouvez faire bien mieux, vous pouvez faire du suggéré un peu dégueulasse, violent et tout, mais pas du cucul à praline comme on a eu dans les films Venom, et je suis désolé, ça me fait mal au cœur, j'adore Venom et tout, j'adore Carnage, et pareil, j'aime beaucoup Morbius, mais là c'est une catastrophe, donc vraiment, ressaisissez-vous. Ensuite, on a Venom qui fait sa ruche avec des sbires symbiotes partout dans la ville, et là, les gars, j'ai kiffé, parce qu'on a eu des giga références méta qui viennent des comics. La première ref, c'était sur les comics centrés sur Knull, le dieu des symbiotes, puisqu'on voyait sur la météorite et ensuite sur les sbires symbiotes, la fameuse marque en forme de spirale de Knull. Et enfin, en parlant des sbires symbiotes, grosse référence aux comics Lethal Protector avec les enfants de Venom, à savoir Riot, Lasher, Phage, Agony et Scream. Et si vous regardez bien, les symbiotes sont de la même couleur. Et d'ailleurs, Scream, parlons-en. Venom qui transforme MJ en Scream. Non mais j'étais pas prêt à ça non plus. Mais bordel, c'était du génie cette adaptation. Et là où on pouvait s'y attendre, techniquement, même si franchement je l'ai pas vu venir, c'était par rapport au code vestimentaire de MJ. En effet, on y reviendra dans la partie théorie vis-à-vis d'un autre personnage. Mais par exemple, dès que Peter et Harry ont le symbiote, ils sont habillés tout en noir. Et dès que MJ a reçu le symbiote de Scream, elle portait un pull jaune combiné à sa chevelure rousse. Bah ça fait les couleurs de Scream techniquement. Et si vous regardez bien, dès qu'elle n'a plus le symbiote, pouf, elle n'est plus jamais habillée comme ça. Maintenant, on va revenir à un des personnages qui est devenu l'un de mes GOAT du jeu absolu. C'est Martin Lee alias Mister Negative. Si vous suivez bien mes vidéos et surtout si vous avez vu mon short concernant le jeu où j'émettais une théorie sur ce qui allait se passer dans le jeu, eh bien vous aviez vu que j'avais émis cette fameuse théorie quant à l'importance de Martin Lee dans l'histoire et la possible apparition d'Anti-Venom dans le jeu. Alors je m'attendais pas à ce que le symbiote d'Anti-Venom soit tourné comme ça dans le jeu, mais pour le coup j'avais quand même raison sur la présence du symbiote et pour ça, j'en suis pas peu fier. Et d'ailleurs, toutes les scènes avec Martin et Miles, oh là là, j'ai kiffé.
ça m'a mis les frissons tout du long, et voir Martin Lee en quête de rédemption, j'ai trouvé ça vraiment génial. GG ultime à Insomniac pour ça. Et enfin, la partie finale avec le combat des Spidey contre Venom, grandiose encore une fois. Vraiment, ça faisait des images comme des fresques. Moi, ça m'a pas fait ce sentiment-là dans des adaptations comics, etc. Depuis, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9 de What If, où on voit Hawkeye mourir en fait face au robot Ultron. Je vais vous balancer l'image en même temps que je vous en parle. Là, c'était magnifique, c'était digne d'une fresque, et ça m'a fait vraiment les combats, les mêmes ressentiments, et j'ai trouvé ça grandiose, c'était incroyable. Et d'ailleurs, encore une fois, giga ref des comics, puisqu'on voit Venom avec des ailes dans le dos, et là je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai poussé un cri qui a dû s'entendre dans tout le voisinage, c'était une dinguerie. En effet, on peut voir Venom avec des ailes dans les récents comics du symbiote, notamment au moment où il récupère les pouvoirs du dragon symbiote Grendel. Et voir ça dans un jeu vidéo, j'étais pas prêt, et encore une fois, quel claque. Le combat se termine par la victoire des araignées, Harry est dans le coma et Norman prépare son sérum pour soigner son fils, et d'ailleurs au passage il tire la gueule au Spider, qu'il juge responsable de l'état d'Harry, alors que c'est lui qui leur a demandé d'intervenir, MDR. Puis on a notre happy end, je mets des guillemets, avec Peter qui prend sa retraite, et Miles qui reprend le rôle à part entière de Spider-Man. Très belle fin, même si j'étais pas prêt pour la retraite de Peter, et d'ailleurs je crois pas trop en cette fameuse retraite de Peter. Et enfin, les deux scènes post-gen, avec dans un premier temps Norman qui rend visite à Otto au raft, avec Otto qui prépare un sale coup en disant qu'il prépare son dernier chapitre. Et ça c'est un beau clin d'œil pour bien affirmer qu'il y aura un dernier jeu Spider-Man et que ce sera fini par la suite. Du moins en l'état actuel des choses. Puis arrive la seconde scène post-gen avec Rio qui présente son nouveau gars à Miles, et là c'est pas n'importe qui en fait. En effet, le nouveau mec de Rio n'est nul autre qu'Albert Moon, qui présente ensuite sa fille Cindy Moon. Et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que Cindy Moon, eh ben c'est Silk, l'une des Spider-Woman les plus connues du Spider-Verse. Et du coup, quoi de mieux que de se servir de Silk pour passer à la partie théorie de la vidéo. A mon avis, si Silk est présente, ce n'est pas pour rien. Et selon moi, c'est pour annoncer un jeu sur Silk après la trilogie sur Peter et Miles. En effet, on le sait, l'univers du Spider-Verse c'est un univers qui plaît énormément, et ça serait dommage de la part d'Insomniac de passer à côté de ça, et ça je pense qu'ils l'ont compris, d'où le fait qu'elle a été introduite. Aussi, je me pose la question de est-ce qu'ils vont faire comme dans les comics concernant la relation entre Peter et Cindy, car si vous avez été assidu à suivre mes vidéos, vous savez que Peter et Cindy ont été mordus par la même araignée, et donc dégagent des phéromones assez particulières entre eux, ce qui fait que pendant un temps ils ont été amants, parce que ils s'attiraient comme des aimants. Mais pour le coup, je pense pas qu'ils vont faire ça avec Peter, mais peut-être plus avec Miles en mode liberté scénaristique. En effet, de base, Silk vient de la Terre 616, la même Terre que Peter. Or là, si on regarde l'histoire des jeux Spider-Man, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une fusion entre la Terre 616 de Peter et la Terre 1610 de Miles. Du coup, avoir Silk qui apparaît n'était pas si déconnant, et je pense qu'elle pourrait avoir une romance avec Miles. Parce que bon, ok, on la voit de dos, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait l'âge de Peter, mais plus celui de Miles. Donc ça serait, encore une fois, vraiment pas déconnant. Et je pousse même le truc encore plus loin, est-ce que Miles ne deviendrait pas par la suite le mentor de Silk, puisqu'au début dans les comics elle a beaucoup de mal à maîtriser ses pouvoirs et elle apprend à les maîtriser une fois dans le bunker de Ezekiel Sims, donc un des Spider Totem. Donc du coup, est-ce qu'il pourrait pas faire un truc un peu en mode la boucle est bouclée, Peter était le mentor de Miles en tant que Spider-Man, est-ce qu'il pourrait pas faire la même chose, Miles devenant le mentor de Silk en tant que Spider-Man, Spider-Woman. Pour le coup, affaire à suivre. Passons maintenant à l'un des personnages qui m'a le plus touché dans le jeu, à savoir Norman Osborn. J'ai vraiment trouvé le personnage très attachant à vouloir protéger et sauver son fils par tous les moyens, et je trouve que ça c'est du génie de l'avoir écrit comme ça, parce que de cette façon, ça marque bien plus facilement sa descente aux enfers, qui devrait selon moi le mener à devenir bien évidemment le bouffon vert dans Marvel Spider-Man 3. Parce que oui, faut pas se voiler la face, Norman deviendra le bouffon vert dans le troisième jeu, ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi. Déjà parce que les trois quarts des méchants le sont devenus à cause de Norman ou d'Oscorp, et se sont tous à un moment donné attaqués à lui. Et s'il y a un truc que Norman déteste par-dessus tout, c'est se sentir impuissant et inférieur aux autres. Ensuite, forcément que l'événement avec Harry étant devenu Venom, puis qui tombe dans le coma une fois le symbiote retiré, ça le traumatise, à tel point
qu'il rend visite à Otto, son ancien collègue et ennemi à la fin du 1. Pour moi, ça veut dire qu'il est prêt à tout et même à se rallier avec Otto s'il le faut pour se venger des araignées. Et enfin, il y a des petits clins d'œil qui ne trompent pas. Déjà, comme je vous le disais, les codes vestimentaires. Plus on s'approche de la fin, plus Norman se met à avoir du vert sur ses vêtements. Et ça, vraiment, j'insiste, mais dans l'univers audiovisuel, c'est quelque chose d'ultra important. Deuxièmement, le sérum qu'il veut donner à Harry pour le soigner, qui s'appelle le sérum G. G comme Green Goblin, bouffon vert en anglais. Et enfin, micro clin d'œil volontaire, j'en suis persuadé, quand la Spider Team planifie leur plan pour battre Venom, ils reproduisent une maquette de leur plan, et pour illustrer Venom, qui est donc Harry Osborn, ils utilisent un gobelin vert. T'as pas plus easter egg que ça, bordel. Bref, pour moi, tous ces éléments mis bout à bout prouve que le bouffon sera le grand méchant du jeu, parce que ne pas avoir le bouffon vert en ennemi de Spidey, ça n'aurait aucun sens. Mais pour le coup, je pense qu'il ne sera pas seul. Déjà, je pense qu'Otto va revenir en Dr Octopus, mais je pense qu'il va y avoir un autre grand méchant du tisseur, à savoir lui. Si vous avez fait les quêtes annexes, vous avez découvert le méchant connu sous le nom de La Flamme, qui est un nom vraiment pété au sol. Il s'agissait du méchant que Yuri, étant devenu Spectre, pourchasse sans cesse. Sauf qu'on découvre plus tard, même si ça paraît assez évident vu la tronche du perso, qu'il s'agit de Cletus Kasady, alias Carnage dans les comics. Et à la toute fin de la quête sur la flamme, le bonhomme repart avec un symbiote qui vire au rouge et dit que la suite des événements va être un vrai Carnage. Bah oui, petit teasing, forcément. Alors je pense que Carnage sera au cœur d'un ou plusieurs DLC en fin d'année pour le jeu, qu'on doit avoir le New Game Plus qui devrait arriver en fin d'année, et donc je pense que les DLC arriveront en même temps. Mais je ne pense pas que ce sera la seule apparition du symbiote rouge. En effet, maintenant qu'on sait qu'Insomniac puise de l'inspiration dans les comics récents qui ont énormément plu aux lecteurs, j'ai envie de pousser le délire encore plus loin. Et si dans le troisième jeu, Norman, en plus de devenir le bouffon vert, récupérait le symbiote de Carnage pour devenir le Red Goblin, le bouffon rouge. Car oui, rappelons-le, dans les comics, à un moment donné, Norman récupère le symbiote rouge et se transforme en bouffon rouge, une espèce de créature démoniaque bien plus flippante et dangereuse que le bouffon vert. Je me dis c'est totalement possible, puisque déjà à l'époque du jeu Spider-Man 1 sur PS1, ils avaient fusionné le Dr Octopus avec Carnage, comme je vous disais. Donc pourquoi ne pas fusionner le bouffon vert et Carnage, sachant que le bouffon rouge a été imaginé pour les comics. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pas complètement déconnant, et en plus de ça, il y a une autre raison qui me laisse à penser ça, c'est que Peter, selon moi, va mourir dans le troisième jeu. Car oui, comme je l'ai dit auparavant, tout laisse à penser que le troisième jeu sera le dernier, et donc quoi de plus impactant pour conclure cette trilogie que terminer sur la mort du Spider-Man d'origine. Surtout que, rappelons-le, dans la Terre de Miles, la Terre 1610, Peter Parker meurt des suites d'un combat, et pas contre n'importe qui, puisqu'il meurt contre le bouffon vert. Et encore une fois, comme on est sur une sorte de fusion de la Terre 616 et 1610 dans les jeux Insomniac, bah ça me paraît assez évident. Alors après, vous allez me dire, ouais mais Peter a dit qu'il prenait sa retraite. Ça n'a pas de sens. Oui, mais qui dit qu'il ne sera pas obligé de reporter le costume une dernière fois? Surtout si déjà dans un premier temps, Otto revient en Octopus, sans doute accompagné d'autres méchants, s'il en reste, merci Kraven, et qu'après le bouffon débarque, genre il apprend l'identité de Spidey et cherche à s'en prendre à la personne qu'il aime le plus au monde, à savoir Mary Jane, comme dans le premier film de Sam Raimi. Et que là, du coup, s'en suive la scène, la fameuse scène où le bouffon lâche MJ un peu comme Gwen dans le vide, mais alors là pour le coup, je pense pas que MJ va mourir, je vous expliquerai pourquoi, mais du coup je vois bien un truc comme ça. J'ai même été encore plus loin que ça vis-à-vis du possible partenariat entre guillemets entre Otto Octavius et Norman Osborn. Est-ce que Otto profiterait pas de cette trêve entre les deux pour possiblement affronter les deux Spider pour nous faire un coup à la supérieure Spider-Man? En effet, pendant la première scène post-générique, on voit Otto tenir son stylo et donc écrire son espèce de plan machiavélique, et on voit qu'il tremble énormément, de plus en plus que dans le premier jeu. Et du coup, est-ce que quand il parle de dernier chapitre, c'est pas à double tranchant? Déjà pour bien faire comprendre qu'il y aura un troisième et dernier jeu sur cet univers de Spider-Man, mais aussi pour dire qu'il prépare son coup pour échanger son corps avec celui de
Peter. Ce qui me fait aussi penser à ça, c'est la présence des costumes de Superior Spider-Man, mais aussi de Superior Octopus. En effet, ils n'étaient pas présents ces costumes dans le premier jeu, et là, bizarrement, ils sont présents, alors que Otto n'était pas l'un des méchants du jeu. Du coup, ça me titille un peu. Pour le coup, j'ai un peu moins confiance en cette théorie, mais je la garde sous le coude. Enfin, dernière petite théorie, j'en reviens à MJ et ce que je disais auparavant. Cette fois, c'est pas moi qui y ai pensé, mais c'est mon meilleur pote, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et si le jeu finissait sur la grossesse de MJ ou la naissance de l'enfant de Peter et MJ? Car oui, si vous avez vu les récents articles sur Marvel's Spider-Man 2, vous avez vu que le directeur du jeu a comparé le premier opus au premier film Iron Man et le second jeu à Civil War. On peut donc conclure que le troisième serait un peu le Infinity War / Endgame de la trilogie. Et je le rappelle, par quoi se conclut Endgame? La présence de Morgan Stark, la fille de Tony Stark et Pepper Potts, dont le père était mort. Donc, est-ce que c'est si déconnant que ça, sachant qu'en plus de ça, dans l'animé Across the Spider-Verse, on voit Mayday Parker? Est-ce qu'il pourrait pas se la jouer comme ça aussi? Ça reste à voir. Et voilà les beignets, j'en ai fini pour cette vidéo review et théorie sur le jeu Marvel Spider-Man 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de l'amour, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que je pense que jusqu'à maintenant, c'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé pour ce qui est des recherches, des références, etc. Donc du coup, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse, vraiment j'insiste parce que je pense que c'est l'une des vidéos sur lesquelles j'aurai le plus travaillé cette année. Et balancez-moi en commentaire vos avis et théories sur le jeu Marvel Spider-Man 2 et pour la suite également. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.